Voilà. Ce que j'apprécie dans Samia, c'est lorsqu'elle parle de la France, ça fait écho à une très belle phrase d'un grand philosophe français qui s'appelait Emmanuel Levinas, et il a eu cette phrase qui est très belle, qui décrit bien comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui français, comment on a toujours pu être hier et comment on le sera demain français. Il disait la France, c'est ce pays auquel, cette patrie à laquelle on peut s'attacher tout aussi fort par l'esprit, par le cœur, que par les racines. Et quand on entend Samia parler de la France, on se dit qu'il ne suffit pas d'être né en France pour être digne d'être français. Il faut aimer la France. Il faut être fier de la France. Alors, je voudrais évidemment saluer votre député, le député du Sud. Il n'y en a pas beaucoup, LR. Il y en aura plus, j'espère, l'an prochain. Il y en aura plus. Mais Guillaume est un ami, on s'est connus il y a quelques temps. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appuyé pour la campagne. J'ai le plaisir à le retrouver ici. Il a une dure tâche. S'occuper des primaires dans la Mayenne. C'est pas simple. Il y aura des bureaux de vote à trouver, il y aura des assesseurs, des gens, des bénévoles qui vont devoir les tenir. Et ça devra se faire de façon à la fois neutre, impartiale, pour que ces primaires ne soient pas contestables. Si on se plante aux primaires, parce que moi j'ai toujours considéré que les primaires, ça n'était pas une question de règles nationales. J'ai jamais eu, je l'ai dit aux journalistes il y a plus d'1 an, j'ai jamais eu aucun doute sur la capacité de notre famille à édicter des règles. Je fais partie, moi, de ces 12 ou 13 là, autour de Thierry Solaire pour ces fameuses règles. Le problème des primaires, ce sera qu'elles soient incontestables, qu'elles soient organisées. Parce que vous imaginez qu'un journaliste s'inscrive et réussissent à voter 2 fois dans du bureau de vote. Les primaires sont illégitimes et c'est la cata. Il y aura foule au premier tour de la présidentielle et nous serons éliminés. J'en parlais tout à l'heure avec celui qui m'a amené ici, que je remercie, Gilles, et on aura un 21 avril à l'envers. Donc Guillaume, on compte sur toi pour qu'en Mayenne, tout se passe bien. Voilà. Je voudrais remercier aussi Isabelle qui est venue en voisin. Elle a moins de chemin à faire quand elle vient de Vitré que je n'en ai à faire quand je viens de la Vendée. Bon, mais Isabelle est une députée extrêmement dynamique qui aime les idées. Et je pense que, comme tout à l'heure, Samia parlait de guerre des égos, je pense que notre famille politique, depuis trop longtemps, a oublié d'aimer les idées. Renan disait, ce sont les idées qui mènent le monde, et j'ai toujours considéré que la politique, c'était d'abord des idées. Et si aujourd'hui les Français désespèrent dans la politique, c'est parce qu'ils ont sans doute l'homme le plus désespérant du monde, François Hollande. Mais c'est aussi parce que la politique n'est plus qu'un jeu de pouvoir, n'est plus qu'une habileté, n'est plus qu'un petit calcul, et qu'elle a oublié les convictions. Et si je me suis engagé aussi en politique, c'est parce que nous avons des convictions, et que nous y croyons. Notamment parce que nous croyons en notre pays, et que nous voulons que la France ne sorte pas de l'histoire. Bien, Isabelle est députée, et elle aime les idées, et vous verrez, retenez-la bien, son visage, son nom, elle ira loin, et vous entendrez parler d'elle dans les années prochaines, je l'espère, vraiment, vraiment. Et puis un mot à Samuel Tual, qui fait partie de ces chefs d'entreprise qui considèrent qu'ils ont une responsabilité au-delà de leur propre entreprise. Je trouve, moi, que c'est une façon que je connais bien, d'ailleurs, parce que beaucoup de chefs d'entreprise vendéens ont la même attitude. Beaucoup de chefs d'entreprise ligériens, on a beaucoup de chance, ont cette attitude de considérer qu'il y a l'entreprise, mais en même temps qu'une entreprise ne peut pas vivre dans un désert, et que quand on est chef d'entreprise, on a cette responsabilité sociale, environnementale, qu'on doit relever. Et c'est ce que fait Samuel avec beaucoup de maestria, et je sais qu'il a plein d'engagements que je respecte éminemment d'ailleurs, il le sait, et je le salue aujourd'hui. Alors, je salue tous les élus qui sont ici, départementaux, maires et surtout tous les militants. Je suis très heureux d'être parmi vous. Mes chers amis, ça va mieux. Vous l'avez entendu, ça va beaucoup mieux. Le président de la République l'a dit, et Samia l'a redit. Je vous le dis, ça va beaucoup mieux, la région. Et je voudrais déjà en profiter, parce que pour beaucoup d'entre vous, ce sont des visages que j'ai appris à connaître, plus que des visages d'ailleurs.
Et vous m'avez beaucoup soutenu, avec Samia, avec toute notre équipe, pendant une campagne qui était très très rude, parce qu'on a été sous les feux croisés de la gauche et du Front National, et ces deux-là, lorsqu'il s'agit de faire des mauvais coups, il n'y a pas de problème, ils s'entendent parfaitement. et vous m'avez aidé, et c'est grâce à vous, c'est grâce à nos militants qui ont beaucoup travaillé sur une campagne qui a été rugueuse, très très difficile. On l'a vu en France d'ailleurs. Et on a fait un bon score en Pays de la Loire, tout simplement parce que vous avez tapé dedans, comme on dit chez nous. Vous m'avez aidé, je ne l'oublierai pas. Et c'est la raison pour laquelle je considère que le meilleur remerciement que je peux vous adresser, c'est de tenir les engagements que j'ai pris. Je le dis souvent, une parole donnée, ça doit être une parole qui doit être tenue. Un engagement qui est pris doit être un engagement qui doit être tenu. C'est ce que nous avons commencé à faire avec Samia. On a trouvé, parce que ce sont des socialistes, une montagne de dettes, un demi-milliard d'euros, sous le tapis, caché, 85 millions de factures impayées. Voilà, j'ai dû payer il y a quelques semaines une facture pour le Conseil général de la Loire-Atlantique. Ce ne sont pas nos amis, vous voyez, comme Ségolène, exactement. 900 000 euros pour une maison des sports qui avait été terminée en 2013. Et nous sommes en 2016. Eh bien, les premières décisions que nous avons prises, pour la première fois depuis des années, puis les socialistes sont là, le budget de fonctionnement au conseil régional a baissé. L'emprunt a baissé de 30%, sans aucun recours évidemment à l'impôt. Et nous avons commencé très vite, ça fait 3 mois que nous sommes installés, à tenir les engagements qu'on a pris. On a fait, dès le mois de février, un plan sur l'agriculture. Il a été salué par les 3 grands syndicats nationaux, qui ne s'entendent pas pourtant. Quand je suis venu ici, à Laval, quelques kilomètres, il y a 3 semaines, pour le congrès national de la FNSEA, croyez-moi, on m'a applaudi. On m'a pas reçu de la même façon que le ministre de l'Agriculture le lendemain. Ils m'ont écouté attentivement. On a réussi ce plan. On peut en être fier. Et on va aller au-delà. On vient de terminer, Samuel en parlait tout à l'heure, l'apprentissage. L'apprentissage qui est considéré en France comme une sorte de voie de garage. Vous vous rendez compte que dans notre académie, il y a moins de 2 ans, il y avait un système d'information Internet, Affelnet, et pour aller chercher l'information sur l'apprentissage, il fallait d'abord que les élèves, que les jeunes, que les familles cliquent sur un onglet redoublement. Donc vous ne pouviez accéder aux informations sur l'apprentissage qu'en passant par l'échec. Ça en dit long quand même. Ça en dit long de la culture française en matière d'apprentissage. Nous avons fait un plan qui met... J'avais une réunion des autres présidents de droite comme de gauche d'ailleurs mardi, à Paris, des régions de France. Eh bien, tout le monde m'a demandé ce plan. On a fait ce Grenelle. Il a mobilisé plus de 1000 personnes. J'en attendais 300, 350. Plus de 1000 personnes. On a désormais un plan pour l'apprentissage, une trentaine de mesures, parce que l'apprentissage, c'est au contraire la voie du succès. L'Allemagne, 3 fois plus d'apprentis qu'en France, plus même, et 3 fois même de jeunes qui sont au chômage. L'Autriche, la Suisse, etc. Et chez nous, le chômage de jeunes, qui culmine pratiquement à 1/4 de la population. Donc c'est insupportable, et c'est un travail qu'on a fait. La ruralité, je suis un enfant de la ruralité, je l'ai dit suffisamment dans la campagne. La Mayenne, comme la Vendée, est un grand pays, est un grand département rural aussi. Eh bien, je ne veux pas de région à 2 vitesses. Je ne veux pas qu'il y ait une région d'à côté, comme il y a une France d'à côté, une France des oubliés, des abandonnés, de ceux qui ne se sentent pas représentés, parce qu'on a toujours dit qu'en France, maintenant, c'était les grandes métropoles connectées au monde entier. Ça, c'est de la foutaise. Il faut des métropoles, il faut des villes. Mais on doit porter cette exigence de nos territoires. La ruralité comme l'agriculture. Et ce sera le plan le pacte régional qu'on approuvera dans quelques semaines. Donc vous voyez, on va très très vite parce que je veux que d'ici la fin de l'année, on ait tenu au moins 80% des engagements qu'on a pris. Et c'est pareil sur l'aspect nos valeurs, le mérite et l'effort. Dans ce plan de l'apprentissage pour les plus modestes, qui doivent passer leur permis de conduire, mais qui ont des problèmes de financement, on va les aider, mais à une condition, on leur demandera une contrepartie. Je vous en avais parlé pendant la campagne. De même qu'on a rétabli la bourse au mérite, pour les boursiers méritants, le bac avec la mention très bien, nous l'avons fait. De même, j'ai demandé aux proviseurs, aux chefs d'établissement, de lancer un programme jeunesse et civisme. Parce que ça sert à quoi?
les cérémonies patriotiques, les commémorations, si on oublie de faire aimer la France par nos jeunes, si le mot patrie, le mot France, le mot République sont des mots creux, qui résonnent dans le vide, dans le cœur de nos jeunes, ça sert à quoi? Voilà ce que nous avons fait autre chose, mais ça n'est pas l'objet de l'après-midi. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on vient de gagner, on a gagné ces élections régionales. Il nous faut gagner maintenant l'élection maire, la clé de voûte de nos institutions, l'élection présidentielle. Et avant, il va y avoir une étape importante, qu'on ne doit pas louper, les primaires. Et ça doit être l'occasion, à la fois de faire le point sur l'état de la France, et un peu aussi sur l'état de nos troupes, l'état de notre propre famille politique, pour affronter la réalité. Le général de Gaulle avait ce mot, et c'est ce qui distingue, je trouve, la droite de la gauche fondamentalement. Nous sommes dans la réalité. Le général de Gaulle disait, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Quand on est un élu, on prend en charge la réalité. Pas pour se laisser aller au cours des choses, mais au contraire pour essayer de la modeler, la réalité. Quelle est la réalité du pays aujourd'hui? Samia en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure autour de Guillaume et puis d'Isabelle. La France est en train de dégringoler. La France est passée de la 5e puissance mondiale économique à la 6e. Et si on prend le critère du pouvoir d'achat, c'est au 9e rang tout ça, non pas au 6e rang. La France dégringole. La France dégringole parce qu'elle n'est pas gouvernée. Elle est suradministrée, mais précisément, quand on est mal gouverné, on est toujours suradministré. Les pouvoirs défaillants essaient toujours de se rattraper par une réglementation tatillonne. Et aujourd'hui, si la France dégringole, c'est parce que nous avons un président de la République qui a réduit la politique, comme je le disais, à l'habileté et au calcul, qui n'a pas su habiter sa fonction malheureusement et qui a fini par la laisser. Et personne ne doit en sourire. Personne. Aujourd'hui, la France, c'est l'impuissance, mais c'est d'abord la dépendance. La dépendance vis-à-vis des marchés financiers, puisque c'est toujours plus de dettes, que les 2/3 de notre dette sont détenus par des étrangers. Un Anglais, John Adams, avait l'habitude de dire qu'il y avait 2 façons de servir un peuple, une nation, par les armes ou par la dette. Nous y sommes. Nous y sommes. Dépendance financière. Alors même que François Hollande avait déclaré être l'ennemi de la finance, dans un grand discours historique du Bourget. Dépendance économique aussi. Jamais l'économie, contrairement à ce qu'il dit, n'a été aussi mal dans la mesure où jamais il y a eu autant de chômeurs en France. Un tout petit filet de croissance. Ce filet de croissance bien moindre que ceux que connaissent les grands pays européens. Ce filet de croissance, il nous est donné de l'extérieur. Il nous est donné parce que la Banque Centrale Européenne fait chuter les taux d'intérêt, parce que l'euro vaut moins cher, parce que le dollar, le baril de pétrole valent moins cher. Eh bien, malgré cela, nous avons toujours plus de chômage. Et François Hollande s'est comporté, je le disais il y a quelques semaines à Paris, comme si l'économie c'était une météorologie. On ne fait rien, aucune réforme, mais il n'y a pas de problème, parce que l'économie, ce sont des cycles. C'est comme les montagnes russes. On est dans un creux, ça va remonter. Comme la météorologie, il pleut, il fait froid aujourd'hui, mais demain, il va faire beau. Et il est passé dans un premier temps avec la météorologie à l'astrologie, l'alignement des planètes, des astres, dont je vous parlais il y a quelques instants. Tout est favorable. Et pour autant, tout ne va pas mieux, contrairement à ce qu'on dit. Et sur le plan stratégique, là aussi, la France, avec Laurent Fabius, mais aussi François Hollande, en choisissant de s'aligner sur la politique américaine au moment même où les États-Unis, dans leur champ de priorité, quittaient justement la préoccupation européenne, la préoccupation moyen-orientale pour pivoter sur l'Asie. Souvenez-vous, Barack Obama, je suis le premier président américain du Pacifique. Il se tourne vers le Pacifique pour tourner le dos à l'Atlantique. Et c'est ce temps-là qu'on choisit pour s'aligner
sur une politique qui n'a rien donné au Moyen-Orient, qui a désigné Bachar el-Assad comme l'ennemi numéro 1, alors que l'ennemi numéro 1, c'était Daesh. C'est pas Bachar qui vient poser des bombes à Paris, qui massacre les Français, les Belges, les Africains, etc. C'est Daesh. Évidemment. Et donc, avec quelques bombinettes, on a donné le signal à tous ces fous que la France était l'ennemi numéro 1, sans pour autant que ces bombinettes nous donnent quoi que ce soit, ni en matière diplomatique, ni en matière de résultats militaires. Petits avantages, risque énorme, coût immense. La dépendance française. Alors que, quand on est français, notre politique diplomatique intérieure a toujours été marquée, au moins depuis le début de la Ve République, par cette idée de l'indépendance. D'être la voix des hommes qui n'en ont pas, comme disait quelqu'un. D'être cette nation capable de faire l'équilibre entre les grandes puissances, entre le Sud et le Nord, comme entre l'Ouest et l'Est. Dépendance, impuissance aussi. Une impuissance qui est stupéfiante. Quand on lit la presse, quand on regarde l'actualité, une impuissance qui a conduit le président de la République à être désavoué par sa propre majorité. A-t-il toujours une majorité? Regardez le débat sur la déchéance. Ses propres troupes ont torpillé un porte-parole et premier secrétaire du Parti Socialiste. Un jour m'a accusé dans une radio, la déchéance de nationalité, c'est Retailleau et Larcher qui l'ont. Il n'y a pas besoin de Retailleau et Larcher, il y a tous les autres, il y a tous ses propres amis, tous ses amis. Voilà. El Khomri, extraordinaire. El Khomri. Alors on peut vous dire que les milliards, il en pleut. Comme la gravotte sur le bas clergé, comme chez nous. Des milliards et des milliards. Des milliards et des milliards. Sans compter. Pour acheter la paix. Quelle paix? Nuit debout. Tu parles. La place de la République transformée en un urinoir géant. L'impuissance revendiquée, Notre-Dame-des-Landes. Toutes les semaines d'ailleurs, le centre-ville de Nantes saccagé. Toutes les semaines. Chaque semaine, avec une régularité métronomique. Toutes les semaines. Parce qu'on tolère l'intolérable. Une ZAD. Que fait le président de la République? Alors qu'on a 160 décisions de justice favorables au transfert, alors que le projet soutenu a été soutenu par 6 premiers ministres, 3 présidents de la République, des villes, des départements, des régions, de droite, de gauche, peu importe. Le président de la République dit on va demander aux habitants de Loire-Atlantique pour savoir s'il faut appliquer les décisions de justice. Pour savoir si la loi doit s'appliquer en France. Extraordinaire. Démission, évidemment. Démission parce qu'on ne décide pas. Le pouvoir ne décide plus. Et si les Français sont choqués aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils sentent qu'il y a cette impuissance. Non pas que la politique ne puisse plus, mais c'est parce que la politique ne veut plus. C'est d'abord une question de volonté. C'est une abdication de la volonté, cette grande faillite. Quand on voit, il y a 2 ans et demi, ce président de la République qui se prend une gifle par une jeune Rome de 16 ans, Leonarda, et lui dit, mais si elle le décide, on l'accueillera. Non, mais c'est pas si elle le décide, c'est la France qui doit décider. Qui elle doit accueillir? La décision, la volonté. Pas de volonté, pas de politique. Évidemment. Donc, bien sûr, il faudra réagir. Bien sûr, Nicolas Sarkozy le disait il y a quelques instants dans la vidéo, nous sommes le premier parti d'opposition. C'est sur nous que repose demain l'alternance. Les Français ne veulent ni la dépendance, ni l'impuissance. Ce que veulent les Français, c'est la liberté et c'est l'autorité. Ce sont ces 2 valeurs sur lesquelles il faut reconstruire notre famille, avec courage.
Parce que le courage nous a manqué parfois. Sur la liberté. Quand on n'a pas eu le courage de détricoter les 35 heures, de renouveler et de refonder le code du travail, de revoir les seuils sociaux, toujours plus de réglementation, toujours moins de liberté. Le courage a manqué aussi à notre famille politique, sur le plan de l'autorité. Quand on a supprimé la double peine, quand on n'a pas été capable d'établir des quotas pour l'immigration, quand on n'a pas été capable de mener une guerre sans relâche au salafisme, en débarquant tous ceux qui crachent la haine à longueur de temps dans des mosquées radicalisées. Qu'a-t-on fait? N'a-t-on pas aussi manqué de courage quand on a laissé l'école confisquée par des lobbies, confisquée par ce que j'appelle le pédagogisme, où seuls les enfants de cadres, de profs s'y retrouvent, et tous les autres chutent. Nous avons désormais l'école de la République la plus inégalitaire. L'UNICEF vient de nous le dire il y a 15 jours. Toutes les enquêtes de l'OCDE nous le confirment. Au nom de l'égalitarisme, parce qu'on a voulu moins d'efforts, moins de mérite, on a créé l'école occidentale la plus inégalitaire. Vous vous rendez compte? Donc il faut absolument, justement, repartir pour notre famille politique sur le socle de ces valeurs, avec le courage, pour arrêter de reculer, pour arrêter de renoncer. Et si beaucoup de nos militants, si beaucoup de Français se sont tournés vers les partis protestataires de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'est parce qu'ils ont fait ce constat de notre propre impuissance, de notre propre manque de courage, évidemment. Aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que 2017, c'est la dernière station où on réagit, et c'est la raison pour laquelle j'ai espoir que ma famille politique prenne enfin le taureau par les cornes. Parce que si nous ne réagissons pas, si nous ne prenons pas les bonnes mesures, si nous nous trompons en 2017, alors le destin de la France, en tout cas la maîtrise de ce destin, va nous échapper, définitivement. Pas provisoirement, définitivement. Et ce sera dramatique. Et la France sortira de l'histoire. Que faut-il pour le redressement? Il faut d'abord des convictions. D'abord des convictions, partir des convictions. Et entreprendre plusieurs chantiers. Le chantier du redressement économique. Les socialistes n'ont pas changé. Quelqu'un tout à l'heure le disait, mais le texte El Khomri, pour moi, c'est la caricature. C'est la rédemption par l'impôt. On va taxer les CDD. Mais nous sommes le deuxième pays au monde pour la surcharge fiscale. Si la solution c'était toujours plus d'impôts, mais alors on n'aurait plus de chômage. On aurait une croissance extraordinaire. La meilleure croissance de tous les pays d'Europe. Est-ce le cas? Bien sûr que non. Et les socialistes n'ont pas changé. Non seulement ils croient toujours que l'impôt, c'est toujours la solution, une solution éternelle, mais en même temps, ils pensent que voilà, l'assistanat, c'est ce qu'on doit proposer aux jeunes au moment où ils rentrent dans la vie professionnelle et au moment où ils doivent construire leur avenir. Mais quel message? Où est le mérite républicain? Où est cette notion d'effort qui a permis à tant d'entre nous, à tant de chefs d'entreprise que je connais, dans mon département, de ma région, de partir de rien pour créer des centaines, parfois des milliers d'emplois? C'est une abdication totale. Bien sûr qu'il faudra refonder, il faudra redresser ce grand chantier pour que la France puisse reprendre le chemin d'une croissance. Il n'y a aucune fatalité. L'Allemagne, il y a 15 ans, allait moins bien que la France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a pas de fatalité en économie. Il suffit de vouloir et de prendre des bonnes décisions. Et ces décisions-là, je n'y reviens pas. Je souscris à 200% à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur la dernière table ronde sur l'emploi. Premier chantier, la reconstruction économique pour donner une réponse aux Français qui ont ce sentiment d'un blocage de l'ascenseur social, qui ont ce sentiment qu'il faut répondre à ce déclassement économique. Le deuxième chantier, ça concerne la politique. Parce qu'il y a deux angoisses auxquelles il faut répondre.
le déclassement économique, mais aussi cette espèce de dépossession culturelle, identitaire en même temps. Ce sentiment que la politique n'arrive plus à régler les problèmes, comme je le disais il y a quelques instants. Eh bien, la République ne doit plus reculer. La République ne doit plus reculer face au communautarisme. La France, ça n'a jamais été une toile d'Arlequin, une toile de léopard. La France, ça n'a jamais été un archipel de tribus, de communautés religieuses, ethniques ou raciales. La France, ça n'est pas non plus une juxtaposition d'individus. C'est bien autre chose, la France, comme je le disais dans mes propos introductifs. La République ne doit pas non plus reculer contre les corporatismes, contre ces forces syndicales qui bloquent toutes les réformes. Si demain nous devons faire des réformes, et s'il y a des blocages, alors il faudra être capable d'interroger directement les Français par la voie du référendum, bien évidemment, pour faire sauter ces blocages qui ont fait tant de mal à la France. Bien sûr, le chantier de la reconstruction politique est immense. Le chantier de la reconstruction européenne. Comment ne pas voir que l'Europe n'est désormais qu'un grand chaos? Que les passions nationalistes partout sont en train de se déchaîner. On doit éviter deux écueils. La fusion dans un magma, sans respect pour nos nations, pour nos peuples. Ou alors l'éclatement. La disparition définitive d'un idéal européen, évidemment. Mais l'Europe doit proposer, doit respecter les peuples, nos traditions nationales. Moi, je ne veux pas d'une Europe qui se soucie de la courbure des concombres ou du nombre de mètres carrés qu'on doit laisser aux poules pondeuses. Ce n'est pas l'Europe qu'on veut. Ce n'est pas cette Europe-là que nous avons choisie. Bien, nous devons donner et redonner à l'Europe d'abord sa géographie, c'est-à-dire ses frontières. Il n'y a pas une seule communauté politique qui puisse se définir entre un intérieur et un extérieur, eux et nous. La communauté, nous, avec des frontières. Ces frontières qu'on abandonne pour les garder à M. Erdogan, à la Turquie. La Turquie, auquel on voudrait donner le privilège de pouvoir, pour ses ressortissants turcs, entrer dans l'ensemble des pays européens sans visa. Mais où est-on? Et on veut faire croire encore à la Turquie, en ouvrant des nouveaux chapitres de négociation, que demain elle pourrait adhérer à l'Union européenne, alors que 5% seulement du territoire turc est en Europe et que 95% est en Asie. On est devenu fou. Redonner à l'Europe sa géographie. Redonner à l'Europe son histoire, son identité. Nous sommes une civilisation. Oui, nos racines sont chrétiennes, je suis désolé, elles sont chrétiennes. On peut le dire sans être croyant. C'est tout simplement une réalité objective. Nous puisons nos sources aussi bien à Jérusalem, à Athènes, qu'à Rome. C'est ce qui nous définit. Sinon, il n'y a pas de projet politique possible. Qu'est-ce que la politique? Si ce n'est une identité commune, si ce n'est une chose commune, la République, quelque chose à partager, à prendre en commun, pour notre avenir, en le transformant bien sûr, en l'enrichissant. Mais partir d'un socle, partir des racines, pour s'élancer vers l'avenir. L'avenir appartient à ceux qui ont la plus longue mémoire, disait quelqu'un. Et puis redonner à l'Europe un projet porté par les peuples, un projet de subsidiarité, où on laisse les nations, reprendre possession des compétences qu'elles feront beaucoup mieux que l'Europe, mais où on donne à l'Europe des objectifs, en matière, par exemple, de politique numérique, énergétique et autres. Les frontières Schengen, ça c'est le travail de l'Europe. Que constatons là encore? Impuissance. Vous voyez mes chers amis, les prochains mois seront absolument déterminants. Dans ces grands chantiers de reconstruction de l'Europe, mais d'abord reconstruction de la France, il faut que chacun d'entre vous soyez actif. Et nous allons l'être. Il y a les primaires qui nous attendent, alors je sais, François Hollande a tellement rabaissé la politique qu'il a laissé croire à n'importe qui qu'il pouvait être candidat. Et que désormais, nous sommes entrés dans l'ère de l'homme ordinaire, de l'homme et de la femme ordinaire.
Il faut être banal désormais pour avoir une démarche ordinaire et se présenter aux primaires. Ne vous désespérez pas. En septembre, vous verrez qu'ils ne seront pas 12, 13 ou 14, ils ne seront plus que 6 ou 7 et encore. Et encore. Ce que je vous demande, parce qu'évidemment, chacun d'entre nous peut avoir une inclinaison, et c'est parfaitement naturel. Mais le 27 novembre, au soir du deuxième tour, nous devrons être tous comme un seul homme, comme une seule femme, derrière le champion. Derrière le champion. Les enjeux sont trop graves. Les enjeux, ce ne sont pas nos égaux, ce ne sont pas leurs égaux. Les enjeux, c'est notre pays, c'est la France. Alors, je compte sur vous, comme vous m'avez aidé, pour gagner la région des Pays de la Loire. Aidez-nous maintenant à gagner les primaires, pour gagner les présidentielles, pour que demain, nos convictions puissent imprégner une politique nouvelle. Une politique qui permette à la France de se redresser, qui permette aux Français à nouveau d'espérer. D'espérer avec Péli. L'espérance, une petite fille de rien du tout, mais qui peut tout. Cette espérance que nous attendons, cette espérance qui est au bout du chemin dans quelques mois, à condition que les uns et les autres, on se retrousse les manches, à condition pour les uns et les autres, qu'on place la France et ce qu'elle représente pour nous, dans notre cœur, au-dessus de nos petites personnes. Merci de votre attention.